Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de l'incontournable. Les enseignants sénégalais pas pressés de reprendre la craie au lycée Maurice Delafosse et moderne de Dakar. Les élèves sont très désespérés. Certains, la mort dans l'âme, ne sont plus opposés à une année blanche. Accusation de pillage des deniers et biens de l'État, le défunt régime libéral botte en touche, les écarts et de l'intérieur Ousmane Ngom montent au créneau. Pour eux, c'est une cabale montée par le nouveau pouvoir incarné par le président Macky Sall. Une heureuse découverte pour vous à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Le biocharbon, star de la Fiara 2012, il est économique et écologique. C'est un nouveau combustible pour cuire les aliments. Une trouvaille de femmes rurales bien de chez nous. Et puis le focus du jour sur la crise politique en Guinée-Bissau, un coup d'état militaire entre deux tours d'une élection présidentielle avec l'arrestation du président intérimaire et du Premier ministre. Notre invité ce soir, Alioune Tine de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme RADDHO. Bienvenue dans l'incontournable. Khalifa Diakhaté, bonsoir. Ravi de te retrouver. Tout plaisir pour moi. On commence par les véhicules supposés détournés par l'ancien régime. L'ex-ministre de l'économie maritime annonce une plainte contre le quotidien La Tribune. Alors il s'agira donc d'une réponse à son implication présumée dans cette affaire des véhicules volés au parc automobile de la présidence de la République. Khoureychi Thiam qui s'est expliqué devant la presse ce lundi. Écoutez. Lorsque le véhicule est arrivé, je ne pouvais pas circuler décemment en tant que ministre dans ce véhicule avec une immatriculation mauritanienne. Nous avons banalisé l'immatriculation. Une fois la campagne terminée, je l'ai fait dédouaner. Je suis allé moi-même en personne voir Mme Anassé Moufaï, qui est la directrice de la digue, pour qu'elle vérifie si ce n'est pas un véhicule volé à l'étranger et vendu en Mauritanie. Elle m'a dit, le véhicule, aujourd'hui c'est vendredi, on ne peut pas, pour la simple raison qu'en Mauritanie, ils ne travaillent pas le vendredi. Et elle m'a donné rendez-vous ce matin. À ma grande surprise, j'ai vu cet article-là ce matin. Je vais porter plainte contre lui. J'ai déjà avisé un avocat que je vais commettre cet après-midi et il m'attend en ce moment. Je porte plainte contre lui. Ça, c'est de la diffamation. Feke Matibole, professeur Mouniroussi, réaffirme son ancrage dans le mouvement. En effet, le juriste dit ne pas avoir tourné le dos au mouvement Feke Matibole, Mouniroussi, qui ajoute que les propos qui lui sont prêtés au sujet du débat autour des caisses de l'État ne sont pas les siens. Par ailleurs, il juge disproportionné le rectificatif du journal par rapport à l'article incriminé. Mouniroussi a rencontré la presse lundi, propos recueillis par Adiatala et Diafaraba. Je suis fidèle à la logique définie par le Feke Matibole. Je suis toujours membre de Feke Matibole et j'accompagne Youssou Ndour en tant que ministre de la Culture et du Tourisme dans la mission que le gouvernement d'Abdoul Mbaye, piloté et orienté par le président Macky Sall, a défini. C'est la raison pour laquelle cette politique définie par Macky Sall, conduite par le Premier ministre Abdoul Mbaye, moi, Mouniroussi, en tant que membre du bureau restreint de Feke Matibole, est dans une logique de solidarité. J'ai jamais dit autre chose que ça. Le Feke Matibole reste dans la logique de la coalition Benno Bokk Yakaar. Youssou Ndour accompagne la politique définie par Macky Sall et conduite par le Premier ministre Abdoul Mbaye. Et quand des élèves en arrivent à souhaiter l'année blanche, c'est le summum du désespoir. Demandez pourquoi? Eh bien, c'est parce que leurs professeurs ne sont toujours pas prêts à reprendre les cours. Ils sont décidés plutôt à poursuivre leur grève qui dure depuis des mois et des mois maintenant. Cette situation se passe au lycée moderne de Dakar et Maurice Delafosse. Les lycéens ont dit à nos reporters Fatima Ba et Yaya Diallo tout leur scepticisme quant à la prolongation éventuelle de l'année scolaire jusqu'en septembre. Suivons ce reportage. Une ère de vacances règne au lycée moderne de Dakar. Des salles de classe vides, un calme plat, c'est la situation qui prévaut dans l'établissement. Les cours n'ont toujours pas repris. Ça fait presque 5 mois qu'on n'a pas fait cours chaque jour.
Chaque jour, la même chose. On vient de 8h à 9h, on fait sortir des cours d'une heure de temps. Une année blanche, je pense que à 50%, elle serait la bienvenue, quoi. Parce qu'il se trouve que il y a 5 mois que nous n'avons pas fait cours. Donc actuellement, une invalidité de l'année serait mieux, quoi, pour nous. Même cas de figure au lycée Maurice de la Fosse. Les élèves sont très inquiets, les professeurs toujours absents. Nous voulons faire cours comme tout le monde, réussir, parce que perdre une année, c'est pas quelque chose de désirable quand même. Mais nous forçons toujours la main en croyant que on trouvera des profs pour faire cours. Ce qui n'est pas le cas. Tu viens ici à 8h, tu descends à 8h30. L'idée d'une prolongation de l'année scolaire jusqu'au mois de septembre est agitée. Les élèves, quant à eux, restent sceptiques. Nous souhaitons vraiment que l'année soit blanche. Ça sera le meilleur pour tout le monde, à mon avis, parce que vu les conditions que nous sommes en train de vivre, ça fait presque 4 ou 3 mois qu'on n'a pas fait cours. On ne peut pas rattraper tous ces mois, c'est dur. Si on prend l'année jusqu'au mois de septembre, il y a des écoles qui sont dans les banlieues, tout ça, où leurs écoles vont être inondées pendant les vacances. Il y a beaucoup de problèmes, quoi. Les écoles privées ne vont pas vouloir continuer jusqu'en septembre, payer encore 3 mois de plus. L'année scolaire tire à sa fin. Les élèves ont perdu tout espoir de sauver cette année 2011-2012. Certains même en arrivent à souhaiter qu'elle soit blanche. Le quantum horaire est à peine entamé. Je ne connais pas mon prof de français. Depuis novembre, elle ne fait pas cours. Je ne me suis jamais rencontrée avec elle en classe. Je ne la connais même pas. Pauvres élèves, actualité politique des dignitaires du défunt pouvoir libéral rompent le silence face aux accusations de vol de véhicules et de pillage des caisses de l'État portées par le nouveau régime. 2 anciens ministres, Ousmane Ngom de l'Intérieur et Oumar Sarr de l'Habitat, rejettent ces accusations. Sur l'affaire de la mort du jeune Mamadou Diop à la veille de l'élection présidentielle passée, l'ex-premier policier du Sénégal dégage sa responsabilité. Des sorties médiatiques dans les quotidiens L'Observateur et Walfadjri. Une petite revue de presse de Nafissatou Silla. Maître Ousmane Ngom et Oumar Sarr brisent le silence sur ce qui est convenu d'appeler l'affaire des 600 véhicules. En ce début de semaine, dans les colonnes du journal L'Observateur, Oumar Sarr, le tout nouveau coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, estime qu'il s'agit juste d'une cabale politique. Pour lui, la nouvelle majorité présidentielle n'est pas en mesure de respecter ses promesses électorales. Il ajoute en outre que celle-ci cherche à salir le maximum possible le régime sortant. À ses yeux, 600 véhicules ne peuvent pas disparaître de la présidence sans que ça soit visible. Pour sa part, dans les colonnes du quotidien Walfadjri, Maître Ousmane Ngom déclare avoir restitué ces 2 véhicules de fonction depuis le 2 avril, et cela pour couper court aux supputations. Les nouvelles autorités, quant à elles, se sont lancées à la trousse des détenteurs illégaux de ces véhicules. Le régime sortant est également accusé d'avoir vidé les caisses de l'État à l'occasion du premier Conseil des ministres. Des accusations que réfutent les 2 acolytes du PDS. Pour Oumar Sarr, le nouveau régime doit davantage regarder dans les caisses de l'État. Interrogé sur les morts enregistrés durant les manifestations contre la candidature de Wade, l'ex-ministre de l'Intérieur rejette toute responsabilité, soutenant qu'avant ces morts regrettables, il y a eu la mort de l'auxiliaire Fodé Ndiaye dont il faut d'abord situer les responsabilités avant même de parler du décès de Mamadou Diop. Pour lui, situer les responsabilités, c'est se pencher sur la faute des gens qui ont voulu, vaille que vaille, marcher sur le palais. Pour l'heure, la nouvelle présidence de la République est déterminée à aller jusqu'au bout pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur ces faits. C'est peut-être parti pour le feuilleton de l'été. Fiara 2012, le consommé local figure en bonne place au menu des expositions. Il y a surtout le bio qui est en vogue. Nous avons découvert pour vous le biocharbon, un produit à base de résidus agricoles sorti de l'esprit très fertile de femmes rurales sénégalaises. Il s'agit d'un nouveau combustible pour la cuisson. Son avantage est double, augmenter la disponibilité de combustible pour les ménages défavorisés et lutter contre la déforestation. Fatou Kinedem, la ménagère du jour de TFM, a fait un tour à la Fiara, assistée de Madani Mariga pour les images.
Ce charbon fait à partir de résidus agricoles. Balderie, entre autres, est une alternative au charbon de bois, mais surtout au gaz butane dont l'approvisionnement est difficile dans le monde rural. Ça se fait avec le son du riz. Après avoir puré le riz, les résidus qu'on devait jeter est maintenant préparé pour sortir le charbon. Ça, c'est le tufa. C'est le tufa. C'est la plante qui est dans les rivières. Vers Kermassar, il y en a, à côté du fleuve. La valorisation énergétique de cette biomasse permettrait de produire environ 8000 tonnes de biocharbon, soit 2% de la consommation annuelle de charbon de bois au Sénégal, ce qui vise sans doute à lutter contre la déforestation. On a amené ce charbon pour lutter contre la déforestation surtout. Comme ça, les arbres qu'on coupe vont diminuer. Voilà. Et on aura une énergie verte pour un développement durable. Ainsi, la FIARA est considérée comme une vitrine pour la promotion de ce combustible. Moi, je serais pour la promotion de ces produits-là. Parce que c'est plus propre. Deux, c'est plus économique. Et en termes de rentabilité et en termes de protection de la nature, je pense que c'est des innovations à encourager surtout et à aider. Ceci entre dans le cadre du projet de gestion durable et participative des énergies traditionnelles et de substitution, projet 2. Bonsoir, chef cuisinier, le bio, ça te dit? Bouf, pas tellement. Le sport, certainement. On commence par du football. Cheikh Tidiane Diaw, match de barrage Sénégal-Oman chez les Olympiques. On connaît les noms des 18 lions sélectionnés. Chez les gardiens de but, nous avons Ousmane Mané de Djambar, Issa Ndiaye de l'AS Douane. En défense, Abdoulaye Ba, Académica Coimbra, c'est au Portugal. Saliou Cissé de Tromsø, Karambo de Tromsø également, c'est en Norvège. El Hadji Sadi Gueye, Djambar, Pape Ndiaye, Soirée de Lille, Victor Bindia, Sandford de Norvège, Souleymane Cissé, AS Pekin, Zargo Touré, Boulogne. Au milieu de terrain, nous avons Ibrahim Asek d'Épinal, Stéphane Badji, Songdal, c'est en Norvège, Pape Mali Diamanka, Rayo Vallecano, c'est en Espagne, Abdoulaye Sané de Rennes, en France. En attaque, Moussa Konaté de Maccabi Tel Aviv, c'est en Israël. Khalidou Hierro, Gilles Vicente, c'est au Portugal. Ibrahim Baldé de l'Osasuna Pamplune. Et puis Sadio Mané de Metz, c'est en France. À noter l'absence de Djeilani Fall, l'attaquant vedette de cette équipe, et également le milieu de terrain de Lille. Donc le milieu de terrain de Lille qui est absent et qui était pressenti, c'était Idrissa Gana Gueye, donc qui n'est pas là également. Idrissa Gana qui était un des pions essentiels de cette équipe olympique du Sénégal. Et 2 joueurs figurent sur la liste d'attente. Il s'agit de Mohamed Diop, Mas de Fès, et Chersi de l'AS Pekin. Et l'enjeu, c'est la qualification. Une qualification historique pour les 2 équipes d'ailleurs, puisque Sénégal et Oman n'ont jamais participé aux Jeux Olympiques. Donc ce match qui va se dérouler le 22 avril prochain, ce sera à Coventry en Angleterre. Donc le vainqueur participera aux Jeux Olympiques. 11e journée de Ligue 1. Chez nous, les leaders des poules A et B n'étaient pas à la fête ce week-end. Tout d'abord, retenez que le Giraffe de Dakar cet après-midi a battu Dara 1-0. Donc Djambar, leader de la poule A, qui chute 2-0 face au Guédiawaye Football Club. Idem pour le Casasport, battu 1-0 par Niaritali. Les protégés d'Abdoulaye Ndiaye prennent ainsi le revanche sur ceux de Demba Ramata Ndiaye. Réaction des 2 entraîneurs au micro d'Abdoul Aziz Ndiaye et Aléoune Diagne. Ce qui a fait la différence, peut-être on a eu plus de chance que le Casa. On a un excellent préparateur physique. On peut dire que notre préparateur physique est l'un des meilleurs dans ce pays-là. Et je pense que vraiment il fait un bon travail dans la semaine. Si on n'est pas présent, on ne gagne pas. Il faut qu'on soit présent. L'entraînement, la préparation, c'est pour être présent le jour J. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont vraiment bouffé du lion. Écarteler ma défense et mettre le ballon là-dedans. J'ai peur de cette équipe. Mais sur des défenses individuelles, j'ai pas peur. On rectifie et ça passe. Quand une équipe part de sa base, élabore et marque, je peux dire quand je la rencontrerai, elle pourrait faire ça. Mais ces défenses individuelles, il n'y a pas le feu à la maison. On rectifie et ça passe comme de la poste.
C'est tranquille. On a perdu, mais on n'a pas démérité. Samedi, la Linguère de Saint-Louis avait stoppé la série d'invincibilité de l'USO. 11 matchs sans défaite. Dakar Université Club qui prend le meilleur 2-0 devant la compagnie sucrière. Compte rendu signé Cheikh Sadibou Diarra, Abdul Aziz Ndiaye et Alioune Diagne. Coup d'arrêt pour l'US Ouakam. Invaincu depuis le début de la saison, l'USO a concédé sa première défaite sur le score d'1-0 devant Linguère en bleu. Amorphes et sans génie durant ce match, les Wakamois ont regretté leur début de partie raté. En début de jeu, nous avons eu vraiment des cadeaux. Nous ne l'avons pas mis là-dedans. Eux, ils ont une petite occasion et ils l'ont mis là-dedans. Je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup de philosophie et reprendre le travail. Je pense qu'une grande équipe se relève bien après une défaite. Et on va travailler dans ce sens et on va voir ce que le match prochain nous donne. Bête noire de l'USO, la Linguère, sous la houlette de Samba Ndiaye, pour la première fois, s'est montrée plus entreprenante. L'envie a payé. Aujourd'hui, on a fait preuve d'efficacité, on a fait preuve de détermination, on a fait preuve d'abnégation. Et vous avez vu, gagner les duels, empêcher l'adversaire de dérouler. Donc c'est comme ça qu'on jouait. Aujourd'hui, la réussite est venue avec ce qui nous manquait. Dans l'autre match de la soirée, Duc a dominé la CSS 2-0. Une victoire importante qui a fouetté l'ambition des étudiants. Il fallait d'abord essayer d'avoir le monopole du ballon en essayant de procéder par attaque placée pour trouver la brèche. Et je pense que nous avons réussi cette mission-là. Je pense que maintenant, l'appétit vient en mangeant. Nous avons des ambitions réelles maintenant de figurer sur le podium. Avec cette victoire, Duc à 18 points rejoint l'USO à la deuxième place du classement de la poule A. La course au play-off est désormais relancée. À noter aussi la victoire de l'AS Pikine 1-0 devant Yego. Même score 0-0 entre Yakar et Gorée. Même score entre Douane et Tourekunda. Au classement, dans la poule A, Djambar occupe toujours la tête, suivi de Wakam. Yakar ferme la marche. Dans la poule B, le Casasport occupe la tête, suivi de Nyaritali, Dara, Lanterne Rouge. Nous parlons d'athlétisme à présent avec le semi-marathon de Dakar qui a vécu ce samedi avec des milliers de participants de toutes catégories d'âge venus divers horizons. Beaucoup de satisfaction pour les organisateurs, notamment le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme qui est interrogé par Sayer Ansadiop et Germaine Dior. Plein d'athlètes qui viennent des États-Unis, qui sont des Américains, qui sont Français, qui sont Suédois. On a eu la participation de Gambiens. Nous avons eu 1500 élèves participants. Nous nous réjouissons de la participation massive des élèves qui constituaient notre principale cible. Les gosses ont participé à cet événement avec enthousiasme et tout le monde est content à ce niveau-là. Le partenariat qui nous a liés à l'USAID par rapport à un programme d'appui à la scolarisation des petites filles nous a permis de lever des fonds pour appuyer ce programme. C'est un objectif qui est atteint et nous ne pouvons que nous en réjouir. Et puis pour finir, le CNG en conférence de presse cet après-midi en compagnie du promoteur Luc Nicolai. L'objectif était de sensibiliser en vue du combat du 22 avril devant opposer Yekini à Balaguer numéro 2 contre la violence. Et les fauteurs de troubles seront sanctionnés. Nous y reviendrons demain en son et en images. Mamadou, c'était tout pour la page des sports. Merci, cher Tidiane Diao. Tout le monde s'intéresse au phénomène M23, effectivement, en Afrique. Donc, nous pensons très sincèrement que le M23 doit rester, doit être pérennisé et doit être également une espèce de référence pour vraiment les transitions en Afrique. Mais le faire quand même avec beaucoup d'humilité et beaucoup de responsabilité aussi. À quoi attribuez-vous le coup d'État militaire en cours en Guinée-Bissau? Écoutez, cette fois-ci, Bissau est très spécial. C'est un pays effectivement qu'il faut surveiller comme du lait sur le feu. Et Bissau a l'habitude, toute modestie mise à part, d'être un peu régulé par le Sénégal, aussi bizarre que ce soit. Ce n'est pas la CEDEAO, mais c'est le Sénégal. Depuis
Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, qui a bien régulé. Et il me semble, d'après mon analyse, que la période de turbulence que nous avons traversée avec les élections et le décès, disons, prématuré de Mme Bakay Sagna, les choses se sont passées un peu sans que le Sénégal y mette son nez. Et il est absolument important, et ça c'est vraiment pour Macky Sall, qu'on s'occupe très sérieusement de la Guinée-Bissau, du fait des relations d'histoire, des relations de géographie, et j'ai dit des relations de sang. La plupart des élites bissau-guinéennes ont été fermées soit à Ziguinchor, soit à Dakar. La plupart d'entre eux. La plupart des gens qui parlent français. Donc, ce qui est arrivé parce qu'il n'y a pas eu assez d'anticipation de la part de la CEDEAO. D'ailleurs, il faut absolument quand même le dire, le représentant de la CEDEAO, on se demande à quoi il sert. L'UNOCBIS n'a pas fonctionné correctement. Moi, j'ai vu quand même depuis 2000, nous nous occupons de la Guinée-Bissau. En 2003, il y avait quand même une grande dame qu'on appelle Mbam Diarandouré, qui était à l'UNOCBIS, et c'était bien régulé. Il faut rendre justice pour une fois à Wade, quand même, qui était le grand régulateur de la Guinée-Bissau. Vous pensez sur que cette là, question, il a fait un bon bilan? Ah non, sur la Guinée-Bissau, oui. il faut quand même reconnaître que Wade a fait un coup de maître. Donc, régulation à la fois de la classe politique, régulation militaire, franchement, ça a été impeccable. Et il faut que Macky continue cela. Parce qu'en dépit de ce que fait la CEDEAO, il faut absolument que le Sénégal, à cause même de la question casamançaise, s'intéresse beaucoup plus à la Guinée-Bissau qu'à aucun autre pays dans la sous-région. Mais pour parler de la conjoncture interne à la Guinée-Bissau, le contexte, c'est que c'est entre deux tours d'une élection présidentielle que ce coup d'État survient. Est-ce qu'on ne peut pas accuser la classe politique bissau-guinéenne de n'avoir pas été très responsable? Je suis totalement d'accord. L'irresponsabilité de la classe politique peut être partagée par tous. Ça, il faut le dire. Et il faut dire aujourd'hui, le grand problème de la Guinée-Bissau, c'est un problème de leadership politique. Si les militaires viennent, c'est en réalité un problème de leadership politique. Quelqu'un comme Malam Bakay, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, il a été un grand régulateur. Et puis, il a quand même géré avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de finesse, beaucoup de doigté la situation en Guinée-Bissau. Ce n'est pas par hasard qu'après la mort de Malam Bakay, que les gens perdent les références. Donc, aujourd'hui, il me semble qu'il y a une chose qui n'a jamais été faite en Guinée-Bissau. C'est un grand débat national, une espèce de conférence nationale. Et la mise en place d'une commission paix, vérité et réconciliation, avec des recommandations très claires que la communauté internationale pourrait exécuter, franchement, de la façon la plus fidèle. Pour vous, c'est la solution. C'est la solution. Vérité. Mais aujourd'hui, pour que ça ait lieu, il ne faut pas qu'on se précipite vers les élections en se disant que les élections vont créer le problème. Si on va vers des élections dans une situation pareille, on va vers le mur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une solution à la malienne, Amadou Toumani Touré qui est quand même victime d'un coup d'État militaire. On l'évacue, on met le président de l'Assemblée comme président par intérim. Un gouvernement va être formé s'il ne l'est déjà. Est-ce que c'est une solution à la malienne que vous préconisez pour la Guinée-Bissau en attendant l'organisation d'élections nouvelles? De notre point de vue, il faut restaurer les institutions de la Guinée-Bissau. Il faut libérer immédiatement le président par intérim, libérer le Premier ministre, libérer le chef d'état-major général des armées. Il faut absolument les libérer. On ne peut pas avoir un débat inclusif avec ces gens en prison. De deux, il faut aujourd'hui un grand débat national et avoir des recommandations très claires. Mais que ce débat soit accompagné et par les Nations Unies et par la CEDEAO. Et que s'il y a des recommandations très claires, que vraiment qu'on les exécute, qu'on mette les moyens. La Guinée-Bissau n'est pas un pays pauvre. C'est un pays extrêmement riche. Il y a des ressources naturelles. Il y a des ressources humaines. Il y a des ressources. 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 Il y a des res
Quel que soit d'ailleurs le côté par lequel vous le prenez, il y a du pétrole, il y a de la bauxite, il y a du gaz. Et sur le plan écologique, franchement, il y a des zones, surtout dans les îles Bijagos, qui sont intactes. Donc, il y a quand même des raisons de faire de l'investissement dans la Guinée-Bissau. Mais auparavant, il faut y aller avec pédagogie, il faut y aller avec beaucoup de finesse parce que les Bissau-Guinéens ont le patriotisme et le nationalisme dans les gènes. C'est ça, et c'est pas pour rien que l'Angola a été une pomme de discorde. C'est pas pour rien qu'ils viennent de fermer les frontières, parce que le Portugal a dit, bon écoutez, nous allons venir prendre quand même les Portugais, mais ils viennent avec un avion militaire et tout. Donc ils vont fermer les frontières. Donc il me semble qu'il faut absolument que la CEDEAO, quand elle veut aborder la question de la Guinée-Bissau, qu'elle y intègre des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent également la psychologie de la Guinée-Bissau. Parce que quand même c'est une société acéphale et puis égalitaire. Donc il y a énormément de phénomènes et d'éléments culturels qui permettent de comprendre pourquoi nous avons par récurrence des têtes qui tombent, que ce soit des têtes politiques ou des têtes militaires. C'est une société qui a du mal à avoir un chef. Absolument. C'est pour ça que j'ai dit même aujourd'hui à quand même quelqu'un qui connaît bien la Guinée-Bissau, je pense qu'il faut réduire le mandat à 4 et le multiplier par 2, parce que personne n'arrive à faire des mandats de 5 ans. Aline Tine, je vous remercie. Nous sommes rattrapés par le temps. Merci d'être venu sur le plateau de l'Incontournable. C'est la fin pour ce soir. Rendez-vous demain avec Khalifa Diakhaté, Inch'Allah. Bonsoir.